commencer, pendant que les retardataires arrivent, puisque le temps nous est compté quand même sur ces conférences. Bonjour à toutes et à tous. Ravi et impressionné de vous trouver dans ce cadre. Effectivement, les salles sont un petit peu plus sympathiques, petites et conviviales, mais bon, voilà, Covid aidant et les travaux fait qu'effectivement, on est récupéré là-dessus. Je me présente, donc je suis Jean-Paul Méronin, ça fait maintenant une bonne dizaine ou une quinzaine d'années que j'anime donc un cycle de conférences au sein d'un Top Transport sur des sujets plutôt effectivement ayant trait à la relation chargeur-transporteur, principalement sous l'angle à la fois juridique et macroéconomique. Donc je suis pas là évidemment pour gérer vos relations au quotidien, business et prix avec vos amis transporteurs. Donc il y a 3 conférences qui ont été programmées sur ces 2 jours. La première sur les ajustements tarifaires. Alors attention, il ne s'agit pas effectivement, comme je l'ai dit en préalable, de donner pour moi effectivement des conseils pratiques sur la façon dont on peut ajuster les prix du transport, mais plutôt effectivement pour voir la partie un peu juridique qui se pose sur les questions. Il y a une conférence qui aura lieu en fin de journée sur la mise en place du nouveau paquet routier européen qui va effectivement avoir des incidences, alors pas à court terme, mais à moyen terme, sur la raréfaction de l'offre transport. Donc ça va probablement se rajouter aux éléments actuels. Et demain, je vous parlerai des problématiques des livraisons sans contact et des CMR et les conséquences juridiques que peuvent avoir ces nouvelles modalités de livraison où le conducteur n'est pas en relation avec le destinataire et donc il n'y a pas d'échange physique de l'aide de voiture, ce qui va poser effectivement derrière des problèmes de responsabilité transporteur. Pour ceux que ça intéresse, on verra ça demain. Alors, 3 parties dans cette conférence. La première étant liée effectivement aujourd'hui sur le constat des problèmes des ajustements tarifaires. Bon, le sujet n'a pas été lancé comme ça. Effectivement, on se doutait qu'il y aurait des petites problématiques qui se posent sur le secteur du transport routier en matière d'ajustement tarifaire sur les quelques mois et les années qui viennent. Je vous donnerai effectivement le cadre juridique aujourd'hui de la négociation entre le transporteur et son donneur d'ordre, puisqu'il y a un cadre juridique qui est posé en France par le Code des transports, puis des pistes qui sont des pistes évidemment macroéconomiques sur le sujet. Alors le constat actuel, moi je pose évidemment je pose des choses sur le plan macroéconomique, hein, je ne prétends pas effectivement au quotidien avoir ça. Donc le constat actuel aujourd'hui, on constate, c'est depuis effectivement la fin de la... donc on a eu une augmentation globalement. Donc ça c'est un graphique qui est tiré de la plateforme qui s'appelle Apply, qui est en ligne, hein, dans lequel vous avez des actualités régulièrement sur l'évolution du prix du transport. Donc c'est basé sur des prix réels, donc sur une sommation de prix réels actuellement pratiqués. Alors attention, ce sont pour la plupart du temps des prix, ce sont des prix de marché. Mais effectivement, derrière, on a un mélange de prix spot et de prix non spot, enfin de prix réguliers, donc c'est un peu compliqué à interpréter. Ce qui est intéressant, c'est la tendance, plus que les valeurs absolues qui figurent sur ce graphique. Les tendances, c'est qu'effectivement, en 2017-2018, on a incontestablement une hausse des prix du transport. Bon, la crise Covid a créé effectivement un petit creux d'activité, enfin une baisse tarifaire qui est liée principalement au fait qu'on a eu une offre évidemment surabondante liée au fait que l'économie étant arrêtée, les transporteurs étaient un peu coincés. Bon, ceci dit, il n'y a pas eu un effondrement des prix du transport, principalement lié au fait que les transporteurs évidemment avaient bénéficié des régimes de chômage partiel et de mise en place de mesures pour effectivement réduire leur activité et donc adapter leur offre à la demande, ce qui fait qu'on n'a pas eu trop de trous. Beaucoup de transporteurs ayant renoncé à mettre en place des moyens, avec notamment les difficultés de retour qu'ils avaient. Bon, depuis, c'est reparti, et on est actuellement, effectivement, globalement, sur des prix qui se situent avant la période Covid. Alors attention, effectivement, dans ces prix qui sont des prix macro, on a l'intégration, évidemment, des problématiques gazoil, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis, effectivement, 6 mois, le prix du carburant a sacrément augmenté et qu'il est aujourd'hui à son niveau le plus haut depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est sur la partie. Si on prend une autre source d'information macroéconomique qui est intéressante, qui s'appelle Transporéon, on a effectivement à peu près les mêmes tendances, puisqu'on voit en bleu la courbe, qui est donc la courbe macro. Alors cette fois-ci, ça correspond à des prix d'appel d'offres, pas tout à fait les prix de marché. Donc on voit que les prix d'appel d'offres sont un peu plus stables que les prix de marché où il y a du spot.
Donc là, on est sur des prix à appel d'offres, mais on voit bien effectivement quand même depuis, sur la courbe bleue, bon, je crois qu'il y a un laser, on va pouvoir montrer, mais c'est ça. On voit bien effectivement ici, depuis la reprise, depuis le début de l'année, y compris sur des prix d'appel d'offres, on a effectivement une tendance un peu haussière, et effectivement on retrouve des niveaux qui sont les niveaux d'avant-crise, voire même au-dessus. Bon, donc ça c'est un constat macroéconomique qu'on peut faire sur le sujet. Bon, il ne s'agit pas de rentrer dans le détail. Alors, bon, ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est effectivement dans quel cadre juridique se situe les hausses tarifaires, puisque vous êtes ici en tant que transport, et je pense que pour la plupart ont démarré les négociations tarifaires et les échanges tarifaires avec vos transporteurs réguliers et sympathiques. Et donc effectivement, on a une notion de prix. Alors, bon, l'idée, c'est de vous donner un petit peu le cadre juridique aujourd'hui de la façon dont se situe l'encadrement tarifaire dans le secteur du transport routier. Alors, simplement, évidemment, et ça vous... Oula, ça arrive en masse. Bonjour, installez-vous. Merci. Je me suis permis d'avoir démarré, ce qui est un petit peu à la bourre. Installez-vous, je crois qu'il y a de la place, donc c'est bon. On s'est trompé de salle. Pardon? On s'est trompé de salle. Ah, d'accord. Ah oui, vous êtes allé à la salle... Ah oui. Non, mais Raphaël m'a dit, cette année, c'est pour une heure de gloire, donc je te mets dans le grand auditorium. Difficile, jouer à Star. Donc j'ai commencé juste, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, hein, je redonnais le contexte, effectivement, de la situation tarifaire, qui est plutôt une situation tarifaire, évidemment, haussière, depuis maintenant un an. Alors, le principe, il est simple en droit des transports. Le transport est une activité comme les autres, qui est une activité commerciale, qui est libre, et donc il n'y a pas effectivement d'encadrement tarifaire dans le transport routier. On est sur un principe de liberté de tarif. Certains ont connu la TRO, mais c'était avant 1989, donc ça ne nous rajeunit pas, mais effectivement, depuis 1990, le principe qui est retenu dans le transport est un principe d'encadrement et de liberté tarifaire. Alors, attention, vous savez, et vous le vivez au quotidien, les transporteurs bénéficient, enfin notamment les transporteurs routiers, bénéficient en France d'un système de protection juridique un petit peu plus élevé que les autres secteurs. Et donc c'est un peu une liberté tarifaire, mais sous surveillance. Effectivement, le Code des transports donne un certain nombre de règles à respecter en matière de prix des transports. Ça figure dans le Code des transports, donc c'est une forme de liberté encadrée. Alors, bon, je ne sais pas, mais l'idée, c'est de vous donner des règles. Alors, concrètement, qu'est-ce que devez-vous, quel doit être le prix du transport? Est-ce qu'il y a, donc, il y a le prix du transport est libre. En revanche, le Code du transport, il est clair. Dans ces articles L32, 22, 21 et 22, le Code du transport définit ce que l'on doit trouver dans un prix du transport. Est-ce que le transporteur est en droit de faire payer à son client? Alors, le principe, il est simple. On a généralement 3 typs de niveaux de prestations qui donnent lieu à rémunération. Le premier type de prestation, c'est le transport, évidemment, stricto sensu, c'est-à-dire l'opération de déplacement de la marchandise. Donc, on va distinguer d'abord, dans un premier temps, l'opération de déplacement de la marchandise, qui consiste à donc, une fois que la marchandise est positionnée dans le véhicule, et donc de calculer, effectivement, de couvrir le prix du transport, ce qu'on appelle stricto sensu, et l'article 32, 21, 4 donne les éléments qui doivent permettre de couvrir ce prix stricto sensu, c'est-à-dire qu'effectivement, les charges de carburant, avec effectivement la possibilité légale pour le transporteur de faire varier ses charges de carburant en fonction de l'évolution du prix du carburant, mais on trouve également les charges de personnel, donc le prix du transport doit couvrir les charges de personnel, on trouve également tout ce qui est les frais fixes liés au véhicule, c'est-à-dire le phénomène d'amortissement et ce qu'on appelle les frais de provision et de renouvellement de véhicules. Et on doit également trouver tout ce qui est les frais de péage, les frais d'infrastructure, donc qui correspondent aujourd'hui au péage, avec dans l'ancien système Ecotax, qui était également intégré, un système de pied de facture qui avait été mis en place, qui reviendra peut-être si les Ecotax reviennent sur le devant de la scène, plus les frais de document, etc. Donc on a effectivement derrière la possibilité, la nécessité de couvrir le prix du transport stricto sensu. Le Code des transports ajoute également aux transporteurs la possibilité de facturer 2 éléments complémentaires. Le premier élément, c'est la notion de prestation annexe. Alors, une prestation annexe, c'est quoi? C'est une prestation qui n'est pas liée au déplacement de la marchandise, qui n'est pas liée à la déplacement physique de la marchandise, donc au roulage du véhicule. Donc on va trouver effectivement dans les prestations annexes tout ce qui concerne les opérations de chargement et de déchargement, tout ce qui concerne les gestions des palettes, les nouvelles présentations, la gestion d'un retour,
pour le chauffeur qui doit parler anglais, allemand, espagnol, le conducteur qui doit être habillé de telle ou telle façon, les prises de rendez-vous, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de prestation annexe. On a souvent tendance à confondre un peu tout. Une prestation annexe, c'est une prestation qui ne concerne pas la partie roulage du véhicule. Alors, il y a deux types de prestations annexes dans le monde du transport. Il y a ce qu'on appelle la prestation annexe prévue au contrat du transport, celle que vous avez élaborée dans votre cahier des charges ou que vous allez trouver dans le contrat type. Donc évidemment, on va trouver les fameuses opérations de chargement et de déchargement, moins de 3 tonnes, plus de 3 tonnes, enfin selon ce que vous avez décidé de mettre en place. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les prestations annexes qui sont non prévues au contrat de transport et que vous allez rajouter librement. Alors, les prestations annexes prévues au contrat de transport, donc le transporteur est au courant, il les intègre dans son prix de transport et il les marge. La gestion des palettes, si on prend le contrat type, dans le contrat type, la gestion des palettes n'est pas normalement à la charge du transporteur. Vous pouvez évidemment avoir un cahier des charges qui intègre la gestion du palette, et un transporteur normalement constitué, à partir de votre cahier des charges, va intégrer derrière un coût palette dans son prix. La difficulté du transport routier, c'est qu'on a un prix global, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Alors c'est peut-être un tort ou un avantage, je ne sais pas, mais effectivement c'est un prix. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les prestations annexes non prévues au contrat de transport, c'est-à-dire les prestations que le transporteur va effectuer, alors même qu'elles ne sont pas prévues au contrat de transport. Typiquement, je suis sur un envoi de plus de 3 tonnes, je suis au contrat type, je dois effectuer les opérations de chargement et de déchargement incombent à l'expéditeur ou au destinataire. Si le destinataire n'a pas envie de décharger et demande au conducteur de décharger, c'est ce qu'on appelle une prestation annexe non prévue au contrat de transport. Et le transporteur, de bon droit, peut justifier le fait qu'il effectue une opération qui n'était pas prévue dans le contrat de transport. Cette opération n'était pas prévue dans le contrat de transport et donne lieu derrière à une facturation qui est une facturation séparée. Alors, vous avez de la chance, le transporteur applique peu ce process, mais c'est une possibilité qu'il a offerte, effectivement. Et effectivement, aujourd'hui, avec la tension qu'on a sur le marché, ce sont des choses qui risquent de voir apparaître de plus en plus. De même, effectivement, si vous demandez à un transporteur d'effectuer un retour de marchandises, une reprise de marchandises, là encore, tout ce qui n'est pas prévu au contrat de transport va faire l'objet d'une facturation détaillée. Je préfère vous prévenir tout de suite, je pense qu'effectivement, pendant longtemps, les transporteurs ont eu l'habitude d'appliquer un prix fixe dans lequel ils mettaient tout dedans, y compris ce qui n'était pas prévu. On risque effectivement, dans les mois et les années qui viennent, de rentrer dans un process des factures de garagistes ou du transport maritime. Attention, le contrat type donne également la possibilité aux transporteurs de facturer deux choses complémentaires. La première chose, c'est ce qu'on appelle le dépassement des temps d'attente au chargement ou au déchargement tels qu'ils étaient initialement prévus, ce qu'on appelle les fameux temps d'immobilisation. Donc c'est le temps passé par le transporteur sur un site, entre le moment où il arrive sur le site au poste de garde et le moment où il quitte le site, ce qu'on appelle le temps d'immobilisation. Ce temps d'immobilisation, là encore, vous devez contractuellement le prévoir. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, en fonction effectivement d'un lot complet, de la difficulté, d'un vrac, d'un colis de messagerie. Vous définissez ce temps, et si ce temps est dépassé, comme dirait l'autre, au-delà d'un certain temps, comme disait Alphonse Allais, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite, donc quand effectivement vous avez dépassé ce temps, le transporteur est habilité à vous demander des facturations complémentaires. Je sais que ça se fait de plus en plus. Le système existe depuis 1995, il est ancien, pendant longtemps, là encore, il est resté sous le boisseau et on ne l'a pas vu pratiquer, et on voit de plus en plus, effectivement, des transporteurs demander, effectivement, des pénalités enfin, pas des pénalités, mais des indemnisations pour frais d'immobilisation prolongés. Je rappelle aussi simplement que l'on est en droit français, et que donc, seuls les transporteurs soumis au droit français bénéficient de l'avantage des dispositions du Code des transports. Attention, un transporteur étranger peut, à bon droit, demander effectivement de bénéficier du droit français, notamment si vous êtes donneur d'ordre d'un transporteur étranger, avec une situation de chargement ou de déchargement en France, le transporteur peut faire jouer le droit français. Le droit français ne s'applique pas qu'aux transporteurs sous pavillon français, mais également aux transporteurs sous pavillon internationaux, dès lors que la prestation est réalisée en tout ou partie en France et que le donneur d'ordre est français. Et puis évidemment, je ne passe pas sur les variations de prix de carburant qui permet au transporteur de faire varier son prix de carburant en fonction de la hausse. Pour les gens qui sont dans le frigo, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, il y a également un système qui a été mis en place sur les variations du GNR, qui est le gazole qui est utilisé pour faire fonctionner
les groupes frigos, mais bon, comme la hausse du GNR a été reportée, le pied de facture GNR a également été reporté. Attention, il y a un régime de sanctions qui est mis en place. Sur l'indexation gazole, je rappelle que le non-respect ou le non-application du mécanisme d'indexation gazole est soumis à une amende de 15 000 euros. La notion de prix abusivement bas est également soumise à une amende de 90 000 euros. Bon, la notion de prix abusivement bas existe dans le transport depuis 1992, de mémoire, la loi sous-traitance, a été développée après auprès de la relation entre le donneur d'ordre et le transporteur depuis 1995. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de sanctions qui ont été prononcées sur le sujet, mais elle existe malgré tout, il faut le savoir, effectivement. Vous devez proposer un prix qui permette de couvrir les charges de transport. Bref, deuxième élément qu'on a effectivement dans le Code des transports qui est assez particulier, c'est la notion de revalorisation tarifaire. Alors la revalorisation tarifaire, elle est également prévue, alors elle est prévue au niveau des contrats types, mais on va la retrouver dans la plupart du cahier des charges, puisque le contrat type prévoit que les prix du transport initialement convenus est révisé en cas de variation significative des charges de l'entreprise qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Alors attention, le code du transport, enfin le contrat type est clair, il parle bien de conditions extérieures à l'entreprise. Beaucoup de transporteurs, évidemment, vous font passer le fait que les augmentations de salaire de leurs conducteurs sont à répercuter auprès du donneur d'ordre. Attention, ça n'est pas une condition extérieure, puisque les négociations salariales sont un élément interne à l'entreprise. Mais bon, si on a les hausses de péage notamment, tout ce qui concerne les hausses de carburant, bon ça c'est intégré de manière automatique, une taxation diverse, les hausses de matériel qui sont effectivement un peu exogènes, on peut faire valoir une augmentation tarifaire. Le contrat type, le nouveau contrat type général intègre également des nouvelles clauses de revoyure dans le contrat type, demandant effectivement dans l'article 18.4 que les prix de transport dans le cadre de relations établies, de relations régulières, dans le cadre donc une espèce de contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, vous avez le transporteur. Donc dans le cadre de relations établies, on doit avoir effectivement derrière une revalorisation tarifaire annuelle correspondant à la date anniversaire du contrat. Et on a également dans le contrat type des clauses de variation de volume, expliquant que les modifications en matière de volume ou en matière de prestations doivent entraîner effectivement une renégociation des conditions tarifaires. Donc si vous augmentez les volumes, si vous diminuez les volumes, on a une renégociation tarifaire. Si vous modifiez effectivement la nature des prestations, en demandant par exemple à un transporteur d'effectuer systématiquement des opérations de chargement, déchargement, alors c'est pas prévu, normalement on renégocie le principe. Bref, au final, oui, un transporteur aujourd'hui a l'entière liberté de jouer sur ses tarifs à la hausse ou à la baisse, mais plutôt à la hausse en ce moment. Et il n'y a pas de limite évidemment contraignante sur le secteur. Donc on a effectivement derrière aujourd'hui une loi classique qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande, et qui peut effectivement tirer les prix du transport vers le haut. Bon, à l'image de ce qu'on se cadre dans le transport maritime, de manière quand même beaucoup moins amplifiée que dans le transport maritime. Mais effectivement, on a une situation inflationniste. Et en plus, évidemment, le transporteur a un cadre légal qui lui permet d'ajuster effectivement ses pieds de facture. Il a le gazole, il a le GNR, il a les fameux temps d'immobilisation, il a les temps de prestation non convenus. Là encore, effectivement, on a un risque de maritimisation des factures de transport routier avec des pieds de facture et les rajouts en permanence. Voilà, pour ceux qui font du maritime, vous allez avoir effectivement de la BAF, de la CAF, du THC, des ports de congestion, port congestion, vous allez avoir effectivement des tas de trucs qui vous tombent sur le... Voilà, vous ne savez pas très bien d'où ça vient. C'est un peu probablement le risque dans le routier, c'est effectivement d'avoir à terme des factures qui deviennent extrêmement compliquées. Voilà, soit j'intègre tout dans le prix du transport, mais comme j'ai beaucoup d'éléments variables qui ne sont pas prévus au contrat de transport, sur des contrats réguliers, la tentation est grande sur le transporteur d'ajuster en permanence, ne serait-ce que parce que vous avez également des freight forwarders qui font à la fois du maritime, du routier, et qui se disent pourquoi pas mettre dans le routier ce qu'on fait déjà en maritime, évidemment, c'est un peu tentant. Alors que faire? Bon, moi j'ai pas de solution miracle à vous proposer, évidemment. Hein. 3 pistes intéressantes quand même, bon, pour ceux qui connaissent le sujet, mais 3 pistes intéressantes à faire. La première piste, évidemment, qui est une piste assez intéressante et qu'on voit se développer quand même depuis plusieurs années, depuis quelques années,
c'est la notion d'analyse de benchmarking tarifaire. Alors le benchmarking tarifaire, il a toujours été très compliqué à faire dans le transport routier, parce qu'effectivement, les données étaient sur des tableurs Excel, difficiles à consolider, difficiles à aménager. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de prestataires de services sur le sujet. J'en vends pas plus qu'un autre, puisque voilà, je suis soumis effectivement à une règle de bienséance sur l'ensemble des gens. Vous en avez beaucoup ici. Alors, il y en a beaucoup qui sont. J'ai vu, je suis fait un tour ce matin, donc il y en a beaucoup sur le salon. Donc, évidemment, ils ont profité du système pour. Ils ont raison, effectivement, de proposer leur offre. Voilà, donc Apply, Transporéon, qui sont les acteurs un peu historiques sur ce sujet et qui ont fait du benchmarking tarifaire un petit peu leur centre de tri. Donc, vous avez ici, par exemple, en haut, sur les deux graphiques à droite, des graphiques issus des analyses de benchmarking tarifaire de chez Apply, je crois, voilà. Oui, ça vient du site Apply. Donc on voit effectivement, et ça c'est intéressant parce que dès lors qu'on passe d'une dimension macro à une dimension micro, on a des choses qui sont totalement différentes. De mémoire, j'ai sorti en haut, c'est quoi? C'est un Lille Aix-en-Provence. On voit que sur les prix sur l'île Aix-en-Provence sont restés relativement stables sur les 2 dernières années. En revanche, sur un Rennes-Lyon, on a effectivement des effets de yo-yo un peu plus importants. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte effectivement de ce qu'on appelle soit des corridors routiers, soit des corridors, soit des sites qui sont un peu excentrés. L'île Aix, on est sur un corridor routier nord-sud, donc on a une concurrence qui est relativement exacerbée. Et donc on a des prix qui restent relativement stables puisqu'on a une offre relativement abondante sur le marché. On voit que dès lors qu'on va dans des zones qui ne sont pas soumises à du transit important, beaucoup de respect pour la Bretagne, mais effectivement pour aller en Bretagne, il faut aller en Bretagne. C'est un peu compliqué après de traverser la Bretagne pour le plaisir de traverser la Bretagne. Et donc effectivement on a des effets conjoncturels. C'est pour ça que j'ai pris les deux courbes qui sont intéressantes à analyser, puisqu'on a des effets conjoncturels de saison, de saisonnalité. Je ne sais pas dû à quoi, mais on voit effectivement on peut avoir sur un même secteur beaucoup de variations. Vous avez à gauche des courbes qui sont issues du site Transporéon, où là aussi on voit effectivement en fonction des mois, en fonction du type de marchandises transportées, des choses intéressantes. Donc effectivement le benchmarking est intéressant. De mémoire Apply et Transporéon sont plutôt sur les modes macro. Et après vous pouvez utiliser évidemment des sites type MindPower ou BP2R, ou des prestataires type MindPower ou BP2R qui effectivement, avec la clientèle qu'ils ont, proposent des benchmarking, mais évidemment... alors ces pistes sont intéressantes, elles posent évidemment 2 problèmes majeurs. Le premier, d'abord, ce sont des prestations qui ne sont pas gratuites, donc il faut effectivement déjà s'abonner et ça génère un coût. Le problème aussi de ce type de site, mais je pense qu'avec le temps ça va se calmer, c'est qu'on a des trucs qui fonctionnent bien pour du complet, bien éventuellement pour du demi-lot ou du partiel. C'est évidemment beaucoup plus compliqué quand on va entrer dans des grilles de messagerie, parce que analyser une grille de messagerie et savoir si elle est bien ou pas, elle a un bon courage. Bon, il y a des gens comme Coliconsult ou IT Incel, je ne sais pas si pas qu'ils soient sur le salon, qui sont un peu spécialisés sur le secteur et qui sont capables d'analyser de la messagerie, mais qui font plutôt du benchmarking interne sur l'évolution de vos factures par rapport aux autres. Mais bon, ça donne quand même une idée du secteur. Alors évidemment, sur du complet, du partiel, c'est beaucoup plus facile. La deuxième piste, qui n'est pas inintéressante, c'est quand même de vous plonger sur les argumentaires des transporteurs. Je ne vais pas me faire des amis chez les transporteurs, pourtant j'y ai passé plus de 20 ans de ma carrière, donc voilà, c'est pour ça que je les connais un peu. C'est de piéger, enfin de piéger, je ne dis pas ça comme ça, mais c'est plutôt effectivement d'aller dans l'argumentaire du transporteur. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez une hausse tarifaire qui vous est proposée de 3 à 4%, c'est effectivement peut-être de justifier cette hausse tarifaire et de rentrer dans ce qu'on appelle la décomposition des coûts d'un transporteur. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que c'est facile d'annoncer un montant, c'est effectivement un peu plus difficile souvent de l'expliquer. Dans une prix de transport, il y a du carburant certes, mais il y a aussi du social, il y a des frais de déplacement, il y a des coûts fixes véhicules, etc. Et donc, d'être à même, évidemment, de demander aux transporteurs de justifier et de rentrer quand même derrière dans une analyse qui soit une analyse un petit peu plus fine. Vous me dites que plus 4, mais pourquoi plus 4 le carburant a augmenté. Oui, mais le carburant, c'est en pied de facture, donc vous me faites un prix hors gasoil, donc déjà on exclut le principe du carburant.
Oui, mais le prix du matériel, il a augmenté. Ah bon, il a augmenté. Oui, mais pourquoi? Comment? Vous avez changé votre flotte, c'est l'Euro 6. Les prix des camions ont augmenté. Oui, non. Et comme les prix du camion représentent 10%, ça représente combien, etc. Le social. Ah oui, on ne trouve pas de conducteur. Ah, on ne trouve pas de conducteur. Certes, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des augmentations tarifaires, des augmentations salariales chez les conducteurs? Ça représente combien? Le conducteur représente 20%, vous l'augmentez de 2%. Si vous augmentez un conducteur de 2% alors qu'il représente 25% de ses coûts de revient, ça ne fait pas une hausse de 5%. Donc évidemment, il faut être à même de rentrer là-dessus. Donc je ne peux que vous inciter à devenir un grand familier d'un site qui s'appelle le CNR, qui est le site du Comité national routier, qui est en plus un site fait par les transporteurs, donc a priori, voilà, c'est un peu leur outil, donc prenez-les à rebrousse-poil. En allant effectivement sur le site du CNR, vous avez derrière, d'ailleurs ce qui est très intéressant sur le CNR, vous vous abonnez au CNR et vous avez tous les mois une analyse des différentes évolutions des coûts sur l'année précédente. Voilà, donc là effectivement, on voit sur les 12 derniers mois que le carburant, il a pris 30%, mais ça, vous l'avez en pied de facture, mais que la maintenance, elle a pris 2,5%. Bon, je ne vous ai pas mis le tableau en entier, hein, mais on récupère le tableau et on est capable, effectivement, d'aller l'analyser. Donc, c'est très anglo-saxon comme démarche, mais évidemment, ça consiste à travailler sur la décomposition des coûts du transporteur, donc de travailler sur ces coûts et effectivement, d'être capable de comprendre derrière pourquoi on a des hausses, et après de travailler, effectivement, sur des tableurs où vous allez avoir la décomposition des différents coûts, les prix de référence, le prix de référence de base ici, le prix proposé, et effectivement d'être capable d'analyser effectivement les conséquences que peuvent avoir une hausse des salaires et charges. Hein, on a ici un prix de référence, vous avez un deuxième prix d'évolution, et vous êtes capable effectivement de mesurer les hausses des transporteurs. Donc, effectivement, c'est un exercice de style qui est à faire, ça prend un peu de temps, mais essayer de devenir, c'est rentrer dans ce qu'on appelle une notion d'open book, auquel les transporteurs sont peu familiers. Et auquel d'ailleurs au passage, le piège du prix unique est un piège, voilà, c'est important. Vous tombez effectivement, c'est facile d'avoir un prix unique, mais c'est pas parce qu'il y a un prix unique que le transporteur, enfin que vous ne pouvez pas discuter quand même sur la composition de ce type de transport. Et on a souvent un décalage entre les revendications effectivement éventuellement, et les évolutions des coûts constatées par le CNR, Comité national routier, qui, pour l'année 2021, nous annonce des hausses de prix de 1,7 ou 1,8% sur la base de ce qui a été indiqué là-dessus et sur la base des recherches. C'est des données publiques, je n'ai rien inventé, c'est des données publiques, il faut aller les chercher, il faut les consulter, il faut effectivement lire les dossiers du CNR, c'est pas toujours très palpitant, mais en attendant, ça vous donne des indications, notamment sur ce qui s'est passé en 2020, où effectivement on a une simulation. Alors effectivement en 2020 la simulation avec Covid est relativement importante, mais si vous enlevez les facteurs Covid, on passe de 6,8 à 3%, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le comparatif entre la façon dont ce que vous propose le transporteur et la façon dont les coûts sont analysés. C'est un exercice de style intéressant que je vous incite évidemment à faire. Dernière solution, avant de finir, évidemment, c'est de lancer un appel d'offres. Bon, c'est classique. Alors, au-delà du fait que je ne suis pas aujourd'hui persuadé de la pertinence du retour de l'appel d'offres, qui risque d'être au mieux constant, au pire à la hausse. Attention évidemment dans un appel d'offres, hein, je le dis, là je reviens sur le juriste un peu que je suis, attention évidemment au délai de prévenance d'un appel d'offres. On ne change pas de transporteur du jour au lendemain. Si vous avez un transporteur régulier, il y a évidemment des délais de prévenance à garder effectivement dans un appel d'offres. Quand je disais des choses qu'on peut faire ou ne pas faire, si effectivement un transporteur vous propose des hausses tarifaires que vous jugez disproportionnées, vous pouvez effectivement lancer un appel d'offres, quitter le transporteur. Simplement attention évidemment de toujours respecter le délai de prévenance d'un transporteur. L'appel d'offres, ça se gère comme un process de résiliation de contrat. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous lancez l'appel d'offres et le moment où vous allez passer à un nouveau prestataire, il faut que ce délai corresponde ou soit phasé en tout cas avec les délais de prévenance de l'appel d'offres qui, en fonction des situations, mais sur des transporteurs un peu anciens, sont situés entre moyenne entre 4 mois et 6 mois. Bon, ceci dit, la gestion d'un appel d'offres. Simplement, faites en sorte que quand vous lancez un appel d'offres, que vous contactez les transporteurs, évidemment, qui sont aujourd'hui en place,
il est important de bien signaler aux transporteurs en place que l'appel d'offres avec la date de mise en place des nouveaux contrats vaut évidemment résiliation du contrat et donc renouvellement du contrat, ce qu'il faut effectivement, parce que si vous avez une rupture brutale, vous pouvez être embêté. Voilà sur ce que je pouvais vous dire rapidement sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, c'est moins convivial que la petite salle. Enfin bon, enfin, questions, des remarques? Oui? Je peux négocier, enfin, j'ai négocié des tarifs valables pour 12 ans par exemple. Oui, mais j'ai un petit accent, ça va être bien. En fait, ouais, je vois. En fait, j'ai négocié des tarifs le plus lointain possible hein, quand j'ai fait un appel d'offres. Ouais, mais ça, c'est en maritime, ils appellent ça la couverture, hein, mais ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas parce que le transporteur pourra jouer sur des prestations annexes, sur les pieds de facture. Oui, mais les tarifs de base... Les tarifs de base restent à changer. Rien m'interdit de les négocier. Tout à fait. Le risque étant ce que je vous ai montré, c'est que le transporteur joue de plus en plus sur... mais ce qui est normal d'ailleurs, à la limite il a raison, il joue sur les éléments non prévus au contrat de transport qui génèrent des surcoûts chez lui et donc qui génèrent des pieds de facture tarifaires. Donc on a effectivement un risque, ce que j'appelle de maritimisation des prix du transport routier, c'est clair. En fait, c'est pas une couverture absolue. En fait, ça va couvrir le transport stricto sensu. Vous savez, dans ce que je vous ai dit là, ce que vous pouvez faire effectivement, c'est... vous allez pouvoir couvrir ça. Le reste, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, mais vous aurez toujours ça. Voilà. Eh oui. Vous avez toujours ça, et vous aurez force. Ça, vous ne pouvez pas le couvrir, puisque ce n'est pas prévu. Vous ne pouvez pas le couvrir. Hein, c'est du bon sens. Et ça, vous ne pouvez pas le couvrir non plus, et ça, vous ne pouvez pas le couvrir. Donc, voilà. Juridiquement, hein, j'entends. D'autres questions? Oui, là-haut. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de contester la part gasoil revendiquée par un transporteur, puisqu'elle est une composante importante du prix de transport, mais pour le coup, on est sans droit de regard sur sa part gasoil? C'est une très bonne question. Vous ne pouvez pas contester le principe hein, d'une facture gasoil, c'est évident. En revanche, les modalités de calcul de la clause gasoil sont totalement libres. Et donc, vous pouvez évidemment mettre en place... Alors, sachant que le transporteur a deux critères, enfin, il y a deux éléments majeurs dans la constitution d'une grille gasoil. La première, c'est l'indicateur qui est retenu. Est-ce que c'est la moyenne cuve mensuelle? Est-ce que c'est l'indicateur du CNR? Est-ce que c'est ça? Bon, sachant que par expérience, on a des indicateurs qui sont à peu près cohérents dans le temps, que vous choisissiez l'un ou l'autre. Il faut que l'indicateur soit évidemment en liaison avec le transport. J'ai vu dans le bâtiment, ils prennent les indicateurs du BTP comme indicateur de base, c'est étonnant, mais enfin bon, c'est un peu curieux, donc c'est vraiment un indicateur carburant. Le deuxième élément, et c'est là où ça devient compliqué, c'est ce qu'on appelle la part gasoil. C'est la part que représente le gazole dans le transporteur. Alors je vais être très clair, bon, cette part gazole, tout le monde aujourd'hui, là pour le coup, s'abrite sur les chiffres du CLR, qui vous dit bah, c'est 21% ou 23% en routier, 15%. Hein. C'est pas forcément la réalité de la part gazole chez le transporteur. Parce que si vous avez un transporteur, notamment en groupage-dégroupage, moi je peux vous le dire, chez un transporteur qui fait du groupage-dégroupage, il n'est pas à 20%. Hein. La part gazole chez un messager, elle n'est pas de 25%. Elle est beaucoup moins, puisqu'effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant de rentrer dans les coûts de structure, parce que vous allez vous rendre compte que là, on est sur des effets standards. Bon, ce que je vais montrer là. C'est justement tout l'objet de ma question. Eh oui. C'est-à-dire que le CNR donne plutôt 20%. Voilà, donc le CNR va vous dire, ben, là c'est 21... Là, le CNR vous dit 21,5. Mais si vous allez au cas par cas, vous n'avez pas 21,5, c'est une moyenne. C'est comme la moyenne météo, vous savez, on est toujours au-dessus ou en dessous. Donc il y a des gens qui vont être au-dessus, des gens qui vont être en dessous. Ma question est qu'est-ce qu'on peut dire si on c'est une négociation. Par gasoil à 25%. Quels arguments peut-on opposer à ça? Ben, l'argument, c'est très simple. C'est d'avoir un transporteur qui fonctionne à livre ouvert, qui est capable de vous donner sa comptabilité analytique et qui est capable de vous dire quelle est la part des achats carburants
par rapport à son chiffre d'affaires. On peut le ramener si à vous- justifier ce 25%. Ah ben oui, il vous donne sa liasse fiscale, vous avez les achats carburant, hein, ça fait partie, hein, et après vous divisez les achats carburant par l'ensemble des coûts les coûts de revient, et vous avez un prix. Et là, vous seriez surpris. Hein. J'imagine. On est parfois plus proche de 6, de 8 que de 21. Hein. Donc évidemment, à chaque fois, il est gagnant. Quoi. Alors ceci dit, si le prix baisse, il est plus perdant qu'autre chose, mais comme bon. Mais effectivement, c'est une façon aussi de dire, montrez-moi la réalité du poste carburant chez vous. Si vous en avez qui répondent, je suis preneur. Je vous remercie. Ouais. Moi, j'invite tout le monde à refaire le calcul en fait, des grilles gasoil qui vous sont amenées, parce que très souvent, au-delà de la part gasoil, vous avez une part gasoil du prix de revient qui est inflationniste. Et en fait, ça, c'est juste pas possible. Quand vous refaites le calcul de votre transporteur, vous avez une part gasoil en fonction de la variabilité donc, du prix du gasoil, que ce soit à la cuve ou à la pompe. Vous remarquez bien souvent que vous n'avez que le pourcentage qui est appliqué en fonction de cette variabilité du prix. Et quand vous refaites le calcul de la part gasoil par rapport à cette grille, vous remarquez bien souvent que la part gasoil, plus le prix du gasoil augmente, plus la part de gasoil augmente. Et ça, c'est juste pas possible. C'est soit 21% pour toutes les tranches, soit 25%, mais absolument pas une hausse en fonction des tranches. Alors en plus, attention aux fameuses grilles à pas, vous savez, les grilles à pas qui sont les grilles de tranches, hein, qui sont les grilles dans lesquelles effectivement entre temps et temps, machin, parce qu'il y a des façons de faire les grilles à pas, notamment si les pas ne sont pas du même niveau, vous allez avoir une grille gazole qui peut être exponentielle, c'est-à-dire plus le prix du gazole augmente et plus le prix du transport augmente de manière autrement proportionnée. Et ça, ils s'amusent bien à faire Oui, ce genre de choses. oui. Donc il faut vraiment plutôt faire attention à ça, parce que ça c'est très courant, plutôt que de discuter la part gasoil en elle-même. Enfin, ça c'est mon point de vue. J'avais une autre question par rapport à votre présentation. Quid du commissionnariat de transport, en fait, par rapport à tout ça, parce qu'aujourd'hui on est sur de l'achat-revente, souvent. Et alors on peut s'imaginer qu'on négocie un prix, je crois que c'est la dame tout à l'heure qui négociait un prix flat le plus longtemps possible, ce qui est faisable, mais avec du commissionnariat pour moi. Et donc dans le contrat type, il y a un contrat type commissionnariat de transport, quelles sont les différences qui peuvent être... C'est pas le contrat type, c'est la règle du commissionnaire de transport. Donc sur le plan juridique, le commissionnaire de transport, il a ce qu'on appelle la liberté des voies et des moyens, c'est-à-dire la liberté de choisir les moyens qu'il veut et les voies qu'il veut. Et il n'y a aucun moment de règle tarifaire vis-à-vis du commissionnaire. La rémunération d'un commissionnaire sur le plan juridique, c'est l'écart entre ce qu'il perçoit de votre part en tant que donneur d'ordre et ce qu'il verse au transporteur. Contrairement à un transitaire qui généralement vous facture au forfait, la prestation, hein, c'est tant le document de transport, c'est tant l'opération de douane, c'est tant le machin, etc. Le commissionnaire, lui, alors juridiquement, le mot juridique est intéressant, on appelle ça un commissionnaire opaque. Mais il est opaque parce qu'effectivement, il n'a pas l'obligation de vous indiquer les prix de transport qu'il a sur l'aval. C'est sa source interne. Alors, quand vous analysez les bilans consolidés des commissionnaires de transport, si vous prenez les bilans consolidés des commissionnaires de transport et vous retirez les achats sous-traitance derrière, bon, on se rend compte effectivement le commissionnement des commissionnaires, il est entre 15 et 20% à peu près. Quoi. Mais attention, c'est pas parce que vous passez par un transporteur en direct que vous allez forcément avoir un prix plus avantageux que par un commissionnaire, puisque ce que dit la dame est vrai. L'intérêt du commissionnaire, c'est que lui, il va éventuellement se couvrir. Il peut avoir des prix plus intéressants parfois que si vous êtes en direct là-dessus. Attention, ce sera plus le cas en maritime, puisqu'en maritime, les compagnies maritimes ont décidé de débouquer, de ne plus offrir de couverture à des gros commissionnaires. Donc ça va être compliqué en maritime. Mais en routier, effectivement, un gros commissionnaire qui a une surface d'achat important, ça reste quand même parfois plus intéressant de passer par lui que de passer en direct. C'est une obligation, ouais. Alors comment on le prouve? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors il y a eu quelques procès qui ont été faits, qui sont principalement des procès entre commissionnaires et transporteurs. Peu entre donneurs d'ordre et transporteurs, parce que le problème du commissionnaire, c'est justement que comme il a une couverture élevée, il va avoir tendance effectivement à pratiquer les prix qui sont inférieurs aux coûts de production. Alors, ces procès-là interviennent en cas de rupture de contrat. Donc ça, c'est une obligation. En revanche, les prestats annexes, c'est pas une obligation. Non. Alors, c'est la difficulté, effectivement, parce qu'on me pose souvent la question. Alors, oui, le transporteur... Alors,
le transport, par exemple les frais d'immobilisation. Un transporteur qui est immobilisé, il va me facturer les frais d'immobilisation. Alors il met combien? Il met 20, 25, 30, 40, 10, j'en sais rien. Alors la jurisprudence est claire, pareil, les frais d'immobilisation doivent normalement couvrir les coûts d'immobilisation. Ben, bon, sachant que voilà, un conducteur routier qui est immobilisé pendant 1 heure, aujourd'hui un conducteur routier chargé c'est 23 €, donc on peut difficilement descendre en dessous de 23. Plus les frais d'immobilisation du véhicule. Voilà. En dessous de 30, ça va être compliqué. Mais oui. Oui, bonjour. Actuellement, les transporteurs justifient, justement, pour revenir sur le gasoil, justifient cette hausse gasoil pour augmenter les prix, alors que cette part de gasoil est déjà prise en pied de facture. Donc, comment vous expliquez que cet argument est encore à mener sur la table de négociation? Alors, il y a 2 stratégies. Pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Le transporteur peut justifier, mais ça aussi, il faut faire très attention. Le transporteur peut justifier une hausse tarifaire en disant « j'intègre le prix du carburant dans mon truc ». Mais dans ce cas-là, il doit remettre sa grille de carburant à 0. Vous avez une grille de carburant qui est décidée, qui est mise en place au 1er janvier 2020 avec un prix du carburant. Au 1er janvier 2021, le gasoil a pris 20%. Le transporteur vous dit, je vais intégrer ces 20% dans le prix du transport. Pourquoi pas? Mais attention, il faut que la nouvelle grille gasoil démarre au 1er janvier 2021, parce que sinon, pour le coup, là, il intègre à la fois la hausse du prix du carburant dans son prix, et il est sur un pied de facture ancien. Alors actuellement, c'est pas le cas. Bon, je parle de ça parce que je reçois des mails en même temps, avec déjà des propositions de hausse. Et la justification de ces hausses passe par le fait que non seulement le pied de facture comble la partie gasoil en termes de livraison, mais eux ont des coûts gasoil qui viennent se rajouter par rapport à des déplacements à vide et donc justifient que cette partie-là n'est pas intégrée et facturée aujourd'hui. Et donc c'est cette partie-là qu'ils mettent en avant pour rehausser justement le tarif tout en maintenant le pied de facture tel que vous l'avez cité tout à l'heure. Alors, poser une question qui a été abordée l'année dernière au moment de la crise Covid, c'est effectivement faire imputer aux donneurs d'ordre les trajets à vide et les conséquences des trajets à vide. Alors, je réponds ça dans des secteurs où ça se pratique, effectivement, lorsque le retour à vide est imposé par la nature même de la marchandise, je pense notamment aux marchandises dangereuses où il faut nettoyer le véhicule, etc. Mais j'espère que le transporteur digne de ce nom, depuis longtemps, a intégré les trajets à vide dans la construction de ses prix, parce que sinon, il faut qu'il change de métier, quoi. Enfin, c'est forcément un élément, c'est un élément inhérent de son coût. Les trajets à vide ont toujours été intégrés dans les coûts de production. Alors, je ne parle pas en messagerie, parce que c'est un peu compliqué, parce que le problème de la messagerie, ce n'est pas les trajets à vide, c'est les taux de remplissage. Le problème de la messagerie, c'est que vous allez tourner de ramasse, et que quand vous perdez un client, vous êtes obligé de garder la même ramasse avec un véhicule qui est moins rempli. Donc c'est extrêmement difficile en messagerie. La perte d'un client ou un trajet complémentaire, etc., génère effectivement des choses importantes. Quand vous êtes en complet ou en partiel, la tradition, généralement, quand on est un transporteur digne de ce nom et qu'on construit sa grille tarifaire, normalement, on intègre le préacheminement à vide. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le moment où on va décharger, ou l'agence, par exemple, et où on va chez vous, on va intégrer le trajet à vide. Je dis n'importe quoi, j'ai une agence à Libourne et je vais charger dans la banlieue de Bordeaux. Je vous intègre dans mon prix, j'intègre effectivement le trajet Libourne-Bordeaux à vide. Mais normalement, il n'a même pas. Oui, il veut vous faire jouer la part carburant sur le gasoil. Alors, quand on rentre là-dedans, c'est compliqué, mais la contrepartie, c'est de lui demander d'être transparent sur ce que représente vraiment la part carburant chez lui. Ah bah oui, c'est un argument majeur. Hein. Oui. Alors, parce que les 21,5%, alors il va être au-dessus dans certains secteurs très particuliers, qui est le secteur de la benne, du vrac, parce qu'effectivement, dans la benne et le vrac, on a souvent des consommations élevées liées au fait qu'on est sur du secteur rural avec des charges importantes. Mais si on est dans des produits légers, par carburant, elle est plus faible, quoi. Et plus vous êtes sur du groupage, et plus la part carburant est faible. C'est évident. On va m'en vouloir parce que j'ai largement dépassé le temps. Mais voilà. Merci à vous. Si vous voulez, j'ai donc un petit stand, hein, facile à retrouver à côté de la machine à café au fond. Si vous voulez continuer à échanger dans l'après-midi, il n'y a pas de souci, je suis là, puis je reviens pour les conférences cet après-midi sur un autre sujet qui est le sujet du paquet routier.
ce qui va nous donner l'occasion de parler social, transport routier. Merci à vous, tout à l'heure peut-être.